Où sont les risques sur les marchés financiers? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Léonard Cohen. Bonjour Léonard Cohen. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de Ginger Asset Management. Vous suivez les risques sur les marchés financiers. Vous avez même ce qu'on peut appeler une matrice des risques et vous suivez ça d'une manière analytique, mathématique. Et donc, ça sera intéressant de comparer avec la perception qu'on peut avoir du risque à l'heure actuelle sur les marchés financiers. On a le plaisir d'accueillir également Thaïs Castan. Bonjour Thaïs Castan. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes associé au sein du cabinet L&A Finance et on va regarder ensemble comment vous appréhendez ce sujet risque sur les marchés qui est une petite musique quand même depuis plusieurs semaines voire mois et comment est-ce qu'on appréhende ça quand on doit accompagner des clients dans leurs investissements. Première question peut-être pour vous Léonard Cohen. J'aimerais comparer votre vision un petit peu des risques sur les marchés financiers par rapport à ce qu'on peut avoir en tête ou percevoir quand on voit du risque politique, avec des difficultés à faire passer un budget, avec des enjeux d'élection, du risque géopolitique, notamment avec ce qui se passe aux États-Unis, du risque politique qu'on voit également aux États-Unis, de l'effervescence sur certaines classes d'actifs, notamment sur l'IA quand on parle des marchés actions, mais sur l'obligataire également. On a l'impression que le risque pointe son nez un petit peu partout sur les marchés financiers. Est-ce que vous, dans votre analyse du risque à froid, si je puis dire, vous constatez aussi que on est sur des marchés particulièrement risqués ou en tout cas qu'il y a du risque un petit peu partout aujourd'hui? Alors ça, c'est clair. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque dans les marchés financiers. Ce serait bête que de l'oublier. Par contre, je vais essayer de faire une petite analogie pour bien expliquer quelle est la différence entre le risque visible de tous, bien sûr, et comment l'appréhender. D'accord. Donc voir ce qu'il y a en dessous. Et c'est ça le sujet. Alors, ces 8 dernières années, par exemple, si nous avions vu ensemble une voyante et qu'elle nous avait expliqué qu'on serait face au Brexit, au Covid, à la guerre en Ukraine, aux événements politiques que vous avez évoqués, aux événements géopolitiques que nous envisageons tous pour les prochains mois, eh bien, qu'aurions-nous fait ensemble? On aurait fui l'actif risqué. On aurait fui les actions. Déjà, on n'aurait pas cru, et ensuite, si on y avait cru, on aurait fui l'actif risqué. Alors, vous voyez, mais en analysant simplement les fondamentaux, alors que ces phénomènes se sont passés, on comprend bien que l'analyse fondamentale est insuffisante. Bien sûr. Nous avons tous constaté, dans cette période de 8 ans, qu'il fallait acheter, en regardant par la fin les choses, qu'il fallait acheter les actions. C'est eux qui ont fini au plus haut, en dépit de ce qu'on appelle le risque, la volatilité, la nervosité. Et avec des épisodes de volatilité relativement restreints. Au contraire, elle a été favorable, cette volatilité. C'est-à-dire qu'elle a permis, justement, comme une piste de ski où on prend la pente, il y a la montée, et ensuite la descente, en fait, nous fait prendre de la vitesse. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, il fallait avoir d'autres types d'éléments. Et ce que nous avons construit chez Ginger, en étudiant les marchés différemment, ça fait plus de 30 ans que je suis sur les marchés financiers. J'ai commencé par faire de l'analyse fondamentale simple, comme tout le monde. Et puis progressivement, je me suis rendu compte que les marchés étaient en train de se déformer, comme une dislocation qui pouvait se produire lorsque justement les risques étaient extrêmes. Et donc, intégrer de nouveaux critères, c'est la fameuse matrice que nous avons intégrée, nous a permis justement, entre guillemets, de surfer sur les vagues de la volatilité, permettant de profiter des marchés financiers ces dernières années. D'accord, donc il faut sortir de l'idée, les marchés montent, tout va bien, attention, quand le risque pointe le bout de son nez, c'est potentiellement qu'il y a des baisses à prévoir. En fait, imaginez que l'on fasse ensemble le Paris-Dakar. On y va, la piste, on la connaît, c'est des dunes, etc. Sauf qu'on nous annonce une tempête de neige. Premier effet, c'est que tout le monde s'arrête. Mais en plus, on nous annonce que ça va glacer. Donc, si vous n'adaptez pas votre voiture et que vous ne mettez pas un lidar, c'est-à-dire quelque chose qui vous permet d'anticiper les plaques de verglas, eh bien, vous savez que vous serez sur des dunes, sur de la neige, et en plus, il y aura du verglas. Si vous n'adaptez pas votre conduite et votre véhicule, eh bien, vous aurez un problème.
Je reviendrai sur la question de où sont les risques à l'heure actuelle sur les marchés, parce que j'aimerais le savoir quand même début 2026. Mais Thaïs Castan, cette approche de Léonard Cohen, est-ce que c'est ce que vous constatez vous aussi, à savoir qu'il y a du risque depuis longtemps, mais on a quand même des marchés qui font de la performance, donc il faut adapter, il faut piloter un peu différemment pour reprendre l'analogie avec le Paris-Dakar? Tout à fait. C'est très perturbant pour les clients parce qu'il y a vraiment une approche risque qu'on a du mal à contrer malgré les faits, malgré les historiques de performance et malgré les données tangibles que l'on peut avoir. Et quand on a un client qui a de l'épargne à investir, qui a un horizon long terme et qui peut avoir un profil globalement équilibré, investir une partie de son épargne long terme sur de l'action, c'est tout à fait cohérent. Mais psychologiquement, convaincre le client qu'il y a une prise de risque à entrevoir, alors quelle est-elle? C'est vrai que ces 5 dernières années, depuis le Covid, tout s'est accéléré extrêmement vite sur les marchés boursiers. Ce qu'on pensait faire en 10 ans en termes d'évolution digitale, en 1 an avec l'IA, ça a été résolu. Donc aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite. On a l'impression que tout est moins prévisible. Et du coup, les investisseurs ont peur. Alors, c'est pour ça il y a cette crainte de dire je vais rentrer trop haut, puis en fait, ce sera le moment où on va se rendre compte que les fondamentaux n'étaient pas bons et ça va redescendre. Ça existe, ça? Il y a des investisseurs qui ont cette crainte-là? Oui, il y a des investisseurs qui se disent et si le timing n'est pas le bon? Alors, ça, on ne sait jamais. C'est quand on regarde dans le rétroviseur qu'on se dit finalement, on aurait dû investir à ce moment-là. Ça, c'est simple. Mais ils ont aussi la crainte de se dire c'est pas une classe d'actifs qui est faite pour moi parce que moi, je réagis mal au risque ou parce que qu'est-ce que je fais si les marchés décrochent de moins 30%. Donc là, c'est tout l'intérêt de passer par des professionnels parce que, comme le disait Léonard à l'instant, l'objectif, c'est d'anticiper, d'essayer d'adapter sa conduite en fonction de ce qu'on va entrevoir sur les marchés. Et c'est ce qu'on essaye d'expliquer aux clients, de déléguer en fait la gestion à des professionnels. Ça permet d'anticiper et de limiter ces risques, même si on a conscience qu'ils sont là, qu'ils sont présents. Léonard Cohen, où sont les risques début 2026 sur les marchés? Est-ce que c'est les mêmes que ceux qu'on peut percevoir quand on lit l'actualité? En tout cas, ce sont les mêmes que ceux que l'on a connus en 2025. D'accord. De toute façon, on est dans le même environnement. Rappelez-vous comment on a commencé l'année 2025. On l'a commencé, il fallait plus d'Europe. Il fallait que des États-Unis. Et en fait, on a quand même fait 40% de performance quasiment sur des actions large caps l'année dernière. En Europe? En Europe, oui. Large caps. Donc, ça veut dire qu'il y a des erreurs de valorisation qui sont certaines. La première des choses à identifier, d'abord, c'est où on est. Des valorisations qui, en Europe, sur certains groupes de valeurs, restent faibles. D'accord. Donc, il y a de la place. Maintenant, les risques, comme vous dites. Eh bien, par rapport au moment où nous sommes, nous n'avons pas de dislocation, la fameuse matrice des risques. Donc, ce n'est pas les fondamentaux simplement, Le fonctionnement des marchés, il est que si la situation devient un peu moins pire que celle qui était attendue, ça suffit à faire monter les marchés. C'est ce que nous connaissons depuis des années. Et c'est comme ça qu'il faut aborder les choses. Ce n'est pas d'attendre que tout soit rose. Et donc, dans ce fonctionnement-là, justement, la dislocation, pour nous, n'apparaissant pas, eh bien, on est dans un environnement où le risque, dans nos analyses, reste maîtrisé et le potentiel reste entre 15 et 20%. Si je vous suis et si je caricature un peu, quand on a un président américain qui passe son temps à annoncer le pire et ensuite finalement à revenir sur sa décision, c'est porteur pour des marchés qui fonctionnent de cette manière-là, c'est ça? Mais Nicolas, parlons du mois d'avril 2025. En 2025, il annonce ses taxes douanières. Hop, le marché perd 20%. On n'a même pas la réponse, on n'a même pas le début de la négociation, qu'à la fin du mois d'avril, c'est résolu. Non pas parce que ça ne va pas se produire, c'est parce que l'économie mondiale va pouvoir justement intégrer cette nouvelle donne. Et l'ajustement, quel est-il? C'est de constater en fin d'année que l'ensemble des organismes mondiaux vont relever la croissance économique mondiale, toute zone. D'accord. C'est la réalité. Eh bien, ça a suffi. Donc, y a-t-il du risque sur le marché? Non, c'est ça la question qu'on peut se poser. Des risques, il n'y a que ça. Il faut les analyser tout le temps. La différence entre Thaïs et ce que nous faisons dans la gestion financière, la gestion financière est là pour analyser les marchés financiers. Thaïs et les CGP sont là pour justement prendre des briques élémentaires et construire par rapport au... communiquer, transmettre et construire des portefeuilles pour les clients adaptés à leur profil de risque. C'est différent. Thaïs Castan, une question, on a eu un peu plus tôt dans une émission Smart Patrimoine un professionnel de l'immobilier qui disait maintenant les Français ont dissocié
la communication politique et les décisions d'acheter ou d'investir en immobilier et ne font plus forcément de lien, notamment vis-à-vis des craintes qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de sujets politiques. Est-ce que vous constatez la même chose en matière d'investissement sur ces risques politiques, géopolitiques ou autres, et qui finalement viendraient assez peu remettre en cause des stratégies d'investissement long terme, de préparation à la retraite ou autre ? Oui, c'est perturbant d'ailleurs parce que on anticipe de gros chocs sur les marchés. On a des crises géopolitiques où l'humain s'en mêle et pour autant les marchés se maintiennent et dans la durée. Donc c'est se dire quelle nouvelle sur les marchés ou quel événement fera vraiment décrocher cet équilibre qui est fragile comme on l'imagine en réalité. Mais c'est très intéressant d'avoir l'analyse de Léonard qui finalement est moins portée sur la communication médiatique et tout ce qu'on peut entendre autour de cela, avec des experts, certes, mais l'analyse clairement tangible des chiffres nous font dire que globalement, en fait, il faut investir. Il faut investir. Et ça, les clients le comprennent ? Ils sont toujours prêts à mettre de l'argent pour investir ? Est-ce qu'ils pilotent un peu plus ? Oui, mais la psychologie est très ancrée. C'est-à-dire que c'est très compliqué pour un conseiller comme nous d'expliquer aux clients, mettons de côté l'aspect affectif de l'investissement, pensons uniquement rationnel et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà sur quoi il faudrait investir. Bon, après, la clé, la stratégie, c'est toujours la diversification, c'est-à-dire ne pas tout miser sur une seule classe d'actifs, un seul secteur, une seule zone géographique, même celle qui est en montée depuis plusieurs années ou autre. Mais c'est vraiment de diversifier et c'est ce qu'on essaye d'inculquer aux clients, si vous voulez. Mais il n'y a pas un risque, identifié par les investisseurs d'arriver trop haut. Je prends l'exemple de l'or dont on parlait juste avant l'émission. Quand l'or a passé les 4000 $, on s'est dit, ça y est, c'est un plus haut historique. C'est peut-être trop haut pour y aller. Finalement, aujourd'hui, on dépasse les 5000. Donc, quelque part, oui, il faut changer un petit peu de méthode d'analyse pour décider d'aller sur un actif dont on pensait qu'il irait jamais plus haut et qui continue en fait à progresser. Ouais, mais comme l'immobilier, à partir des années 2000, ça a continué de grimper. On s'est demandé quand est-ce qu'on allait atteindre le sommet. Oui, là, effectivement, il y a ce sujet avec l'or, mais il y a aussi eu le sujet avec la crypto-monnaie. Voilà, on n'en sait rien. Ça se trouve, oui, ça a atteint les plus hauts historiques, mais ça va continuer de monter, et donc il est toujours intéressant de venir utiliser cette hausse comme levier de performance. Après, c'est tout l'intérêt des analystes comme Léonard qui nous permettent de donner plus d'éléments à nos clients. Merci à tous les deux. On va malheureusement devoir arrêter ici. On pourrait aborder le sujet de comment se protéger quand on investit sur les marchés financiers, mais c'est un sujet qu'on traite souvent dans Smart Patrimoine. Donc je vous invite à retrouver d'autres émissions sur le sujet. Merci en tout cas Thaïs Castan, associé au sein du cabinet L&A Finance. Merci également Léonard Cohen, président de Ginger Asset Management, d'avoir répondu à nos questions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.